Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer donc cette agora intitulée Qualité de vie au travail, un accompagnement RH à la hauteur des enjeux de l'hôpital. Et ce qu'on vous propose dans le cadre de cette agora, c'est d'échanger en fait sur deux exemples d'outils d'accompagnement RH. Avec dans un premier temps une présentation donc du bilan social comme outil d'accompagnement collectif. Et puis dans un second temps, nous laisserons la parole donc au Centre national de gestion qui présentera en fait des dispositifs plus individualisés. Voilà. Donc pour démarrer sur le bilan social, donc je vais introduire rapidement la question et je laisserai la parole à Madame Guérez, donc du CHU de Poitiers, qui présentera en fait de manière très concrète quelle utilisation peut être faite du bilan social au sein d'un établissement de santé. Donc rapidement, le bilan social a été rénové, allégé et simplifié par plusieurs textes intervenus en 2012-2013, donc un décret du 22 novembre 2012, un arrêté du 5 décembre 2012 et puis une instruction du 2 janvier 2013 qui prévoit un socle minimal d'indicateurs. Ce bilan social a été doté de nouveaux objectifs. Donc là, je vais citer l'instruction de 2013 qui prévoit notamment comme objectif à la fois d'anticiper et de prévenir les événements et donc de faire du bilan social un outil de management, de mettre en valeur les résultats et les bonnes pratiques, d'objectiver la mise en œuvre d'une réflexion stratégique et de favoriser le dialogue social et l'appropriation de la thématique des ressources humaines, à la fois par les organisations syndicales, au niveau des pôles et par les agents. Donc ce nouveau bilan social est en vigueur depuis 2 ans maintenant. Et donc au-delà des objectifs que je viens de citer, c'est également un outil qui permet aux établissements de se comparer entre eux au niveau régional, au niveau national et au niveau aussi infra-établissement, une comparaison des pôles entre eux. Et puis donc rapidement quelques éléments de calendrier. Donc je vais passer la parole à Myriam. Donc concrètement, les établissements sont amenés à saisir le bilan social. Donc l'ouverture de la plateforme SNATI sur le site de l'ATIH s'effectue début février pour l'année N, afin de saisir les résultats de l'année N-1. On ferme la plateforme donc le 30 juin avec un traitement de l'ATIH qui dure de juillet à décembre et une restitution donc sur la plateforme SNATI de l'ATIH aux établissements, mais aussi avec une production d'une note de synthèse par l'ATIH, donc à des dates différées. Comme j'ai cité, chaque établissement a un accès à ses propres résultats, mais aussi aux résultats régionaux et nationaux dans le cadre du bilan social comme outil de benchmark. Donc, je laisse la parole à Madame Guérez pour une utilisation concrète du bilan social au sein du CHU de Poitiers. Bonjour. Alors, d'abord quelques mots pour vous présenter le CHU de Poitiers. C'est environ 5000 agents non médicaux, 500 médecins. Un établissement monosite avec une fusion récente. Donc, il a évolué, une fusion récente avec un petit établissement situé à 25 km. Et un projet de fusion, une direction commune et un projet potentiel de fusion avec un autre établissement à proximité. Au niveau de l'établissement, nous, évidemment, on établit le bilan social tous les ans, mais on a eu pour objectif de l'utiliser au sein de l'établissement pour le partager et pour susciter des réflexions, des interrogations et éventuellement lancer des groupes de travail ou approfondir un certain nombre de sujets. Et chaque année, le bilan social nous permet de poser un certain nombre de critères et d'indicateurs
dont on peut illustrer l'évolution positive, moins positive, avec un certain nombre de partenaires au sein de la structure. C'est un rendez-vous qui est pour nous important parce qu'on balaye un nombre varié d'indicateurs sur des thèmes qui sont eux aussi variés, ce qui permet de regrouper finalement les informations sur un temps T, au lieu de les émietter, d'avoir plutôt une tendance à les émietter par les questions des partenaires sociaux dans les instances ou par des groupes qui travaillent finalement parfois un peu trop en tuyau d'orgue. Cet outil qui a été donc rénové comme ça vous a été présenté il y a maintenant 2 ans, comprend désormais des indicateurs qui pour nous paraissent plus dynamiques, plus intéressants à suivre, notamment par exemple sur l'absentéisme, sur les comptes épargne-temps et leur évolution, ou encore sur la gestion des compétences ou la fidélisation, l'attractivité au sein de l'établissement. Ce sont des thématiques qui nous permettent de mettre en valeur un certain nombre de démarches que nous pouvons réaliser au sein de l'établissement. Les premiers interlocuteurs concernés sont les partenaires sociaux, puisque le bilan social est présenté dans nos instances et c'est l'occasion pour nous d'échanger avec eux dans un cadre un peu différent du jeu habituel de questions-réponses et de leur proposer des analyses complémentaires ou d'acter avec eux des analyses complémentaires pour des évolutions futures. Autre point qui marque une évolution avec ce nouveau bilan social, c'est l'impact sur la CME. C'est peut-être moins classique qu'avec les bilans sociaux antérieurs, puisque les médecins montrent un intérêt sur ce bilan social et sur certains de ces aspects. C'est le cas de certaines évolutions tendancielles, féminisation du corps des praticiens hospitaliers, absentéisme qui peut ressortir aussi et qui les intéresse, absentéisme médical. Certains également événements annuels, les mouvements d'effectifs les intéressent particulièrement et ils sont demandeurs d'informations complémentaires en CME. De la même façon, ça nous permet d'attirer leur attention sur des problématiques du personnel non médical. Au CHU de Poitiers, nous avons une problématique d'absentéisme qui nous préoccupe et nous avons pu la partager avec les médecins à cette occasion par des chiffres qui parlent. Quand on indique un nombre de jours d'absence par agent à hauteur de 25 ou 30 jours, ça parle immédiatement et il y a une réaction des médecins pour essayer de rechercher des solutions et au moins une connaissance de cette situation. Donc le bilan social nous a vraiment permis, avec ces nouveaux items, d'entamer des discussions qui jusque-là n'existaient pas au sein de l'établissement ou de façon moins spontanée. Autre aspect que nous avons souhaité développer, c'est l'insertion du bilan social et de ces thèmes dans le dialogue de gestion avec les pôles et dans la communication avec les pôles, puisque ça nous permet, ce nouveau bilan social nous permet de donner une photo de l'établissement, donc de leur donner quelques éléments sur la situation de l'établissement, mais aussi de situer leur pôle au sein de l'établissement. Donc de comparer le pôle avec l'établissement et leur pôle avec les autres pôles de l'établissement. Et ça sur des thèmes qui leur parlent immédiatement. L'absentéisme en est un, le turnover en est un autre, la mise en valeur d'un pôle également, puisque le bilan social désormais comprend une présentation générale de l'établissement et puis des thèmes autour de l'absentéisme. L'ensemble des pôles sont pointés, sont présentés et puis un pôle est mis en valeur. Ça permet effectivement de montrer certaines évolutions de pôles et d'ouvrir une discussion avec les pôles ou entre cadres de pôles sur ce qui a permis cette évolution positive,
quelles ont été les difficultés, et puis d'engager des discussions et donc de partager des expériences au sein de l'établissement. Le bilan social, donc pour nous, c'est une façon de susciter un questionnement au sein de l'établissement. C'est une étape, hein, ça n'est pas une fin en soi, mais c'est un outil qui nous permet d'amener des réflexions et de donner quelques pistes, que ce soit à tous nos interlocuteurs finalement institutionnels, que ce soit au plan infra-pôle ou bien au niveau de l'établissement. Pour autant, le bilan social nous permet également d'aller un peu plus loin, puisqu'on l'a dit, il permet la comparaison avec les autres établissements, et ça on nous le demande souvent, mais nous on est comment par rapport à tel ou tel autre établissement. Établissement plutôt de même taille, c'est quand même plus intéressant quand on veut aller un peu plus loin dans les critères. Et puis, nous avons souhaité également développer quelques analyses complémentaires, alors soit thématiques. L'absentéisme, nous avons vraiment poussé l'analyse des critères du bilan social et complété cette analyse-là pour avoir une visibilité complète sur notre absentéisme, aussi bien établissement que pôle, ce qui nous a permis de montrer certaines tendances au niveau de l'établissement et donc de mettre en place des actions pour essayer de limiter l'absentéisme et de valoriser le présentéisme. Et puis également, nous utilisons certains critères du bilan social en infra-annuel dans le cadre des tableaux de bord qui sont fournis au pôle, de telle sorte qu'ils puissent suivre certains items. C'est le cas évidemment des absences, mais aussi de leur suivi d'effectifs ou encore de suivi de masse salariale, tels qu'on peut les retrouver au niveau du bilan social. Et là, ça permet, soit de façon mensuelle, soit trimestrielle, de suivre certains critères ou certains thèmes qui nous ont alertés particulièrement lors du point bilan social. Un élément cependant qui n'existe pas dans le bilan social parce que ce n'est pas sa vocation, mais que nous avons souhaité introduire, c'est le lien avec l'activité, puisque évidemment nous suivons l'activité des pôles et dans ce suivi infra-annuel, on fait un lien très net entre absentéisme, enfin on couple des critères, absentéisme, des indicateurs, absentéisme, par exemple activité, taux de remplacement, taux d'absence, ou encore activité, masse salariale, activité, effectif. Et ce qui nous permet d'enrichir le dialogue de gestion et les règles de gestion que nous avons avec l'encadrement supérieur, qui est très attaché au suivi de ces indicateurs. Et ce qui nous permet également de faire éventuellement évoluer en infra-annuel nos politiques, par exemple, de remplacement. Si l'activité est forte et que le taux d'absentéisme augmente, nous allons réagir pour donner la possibilité au pôle d'accompagner cette augmentation d'activité. C'est le cas également avec le suivi de la masse salariale et l'activité. Et dans ce cas, nous pouvons réagir assez rapidement et essayer de limiter l'impact que peuvent avoir ce type de situation sur les conditions de travail et sur le fonctionnement de nos unités. Donc un suivi infra-annuel lié à l'activité qui nous permet d'aller un peu plus loin et donc de dialoguer avec les cadres supérieurs de pôle et d'avancer avec eux au cours de l'année. Donc pour nous, décliné par thème et suivi de façon périodique, certains critères, certains indicateurs du bilan social sont devenus des supports de notre dialogue de gestion avec les pôles, avec vraiment l'importance de coupler avec des données d'activité pour compléter finalement la lisibilité que l'on a sur la situation des pôles au moment où on les rencontre et au moment où ils ont éventuellement des demandes ou des souhaits de réflexion à conduire. Pour vous donner un dernier exemple, là nous allons aborder des travaux autour de la thématique de la mobilité dans les pôles et entre pôles.
puisque nous nous sommes rendus compte que à la fois dans les indicateurs, taux de turnover notamment, et puis dans les demandes par le retour des agents que nous pouvons avoir ou des partenaires sociaux, c'est une attente forte au sein de l'établissement, partagée. Et donc, eh bien, à travers l'ensemble de ces indicateurs, à la fois quantitatifs, à travers l'indicateur turnover, et puis qualitatif, retour d'informations et demandes, nous allons pouvoir démarrer donc ces travaux. Donc on essaye d'utiliser cet outil qui peut paraître parfois contraignant à remplir de la façon la plus utile finalement pour nos interlocuteurs et pour la connaissance que l'on peut avoir de l'établissement, tout en le complétant par ailleurs. Merci beaucoup. Avant de passer la parole au Centre national de gestion, je vous propose un petit temps de questions, d'échanges, si vous en avez. Pas de questions. Éventuellement, je propose que le Centre national de gestion fasse sa présentation, puis si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit d'ici là, on pourra y répondre. Ah oui. Merci. Ah merde, je vais pas enregistrer. Tu me passes mon sang? Il est où? Séverine. 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 Le sac. T'as pas enregistré quoi? La présentation? Ça marche? Non? Non? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, excusez-moi, je pensais avoir enregistré la présentation, mais c'était le raccourci. Voilà. Alors. Donc, nous allons aller sur le panneau de config. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors pour le CNG, donc nous allons effectivement, vous avez entendu parler du bilan social qui donne des éléments sur les conditions de vie au travail, les parcours professionnels, les questions de mobilité. Donc le lien que nous avons fait entre ces deux présentations, c'est effectivement à partir du recueil des données sur la situation sociale d'un établissement, qui est un temps d'observation et d'analyse indispensable à la compréhension des enjeux. On est pour ce qu'on va vous présenter en tant que dispositif d'accompagnement proposé par le Centre national de gestion sur un temps d'action mis en place sur cette base-là pour soutenir et accompagner les professionnels dans leur mission de gouvernance et leur mission RH. Donc ces dispositifs sont destinés à la fois aux praticiens hospitaliers et à l'ensemble des directeurs qui interviennent dans le secteur de la santé, donc directeur d'hôpital, directeur d'établissement social, médico-social et sanitaire, et également directeur des soins. Donc au sein du CNG, nous avons une unité spécifique dédiée qui est l'unité mobilité développement professionnel et qui se met au service de l'évolution professionnelle et du développement des compétences des praticiens et des directeurs. Alors les accompagnements, pourquoi, quand, comment? Donc trois grands axes. Premièrement, un accompagnement peut être justifié parce qu'il y a une évolution institutionnelle, donc c'est
un des modes de réponse pour les situations de réorganisation, de restructuration ou de développement professionnel. Également, on répond à des demandes d'évolution individuelle, qui sont le développement des compétences managériales et ou relationnelles, une situation de prise de poste, de prise de chefferie d'établissement, de prise de chefferie de pôle pour les, ou chef de service pour les praticiens hospitaliers. Ça peut être aussi pour répondre à une situation d'intégration dans un établissement complexe, dans des situations professionnelles un peu complexes. Et puis ça répond également à des souhaits de mobilité et d'évolution professionnelle. Et donc enfin, puisqu'on est à la fois dans l'amélioration des modalités de management, l'amélioration du relationnel entre les professionnels et leurs équipes, on fait aussi une contribution non négligeable à la prévention des risques psychosociaux. Donc au sein du CNG, nous avons une équipe qui est assez innovante pour l'ensemble de la fonction publique, puisqu'on a une équipe de coachs dédiés, des coachs internes, dont une responsable qui est ici, qui vous présentera le détail des dispositifs. Donc ce sont des professionnels qui ont des formations très ciblées, très particulières, qui ont un code de déontologie, qui répondent à des critères extrêmement précis en termes de compétences et de conditions d'exercice. Voilà, et cette équipe donc a été amenée depuis la création du CNG donc en 2007, depuis maintenant en 2008, puisque c'est à partir de 2008 que l'activité a réellement commencé. Nous avons accompagné plus de 1000 professionnels, à la fois des praticiens hospitaliers et des directeurs. Et donc vous voyez là le petit camembert qui montre qu'on a une forte proportion de directeurs d'hôpital au regard de la population globale, puisque les directeurs, on en a à peu près 3000, les D3S, on doit en avoir 1800, les directeurs des soins, ils sont autour de 800, et les PH, on est sur une population qui avoisine les 45 000, 50 000 praticiens hospitaliers. Alors ça s'explique aussi parce que les directeurs d'hôpital ont l'accès à l'information de par la nature de leur fonction et de par leur rôle de management et de responsable des ressources humaines des établissements. Alors le CNG propose deux types d'accompagnement professionnel, ce qu'on appelle les accompagnements individualisés. Donc dans le cas de ces accompagnements individualisés, nous avons le coaching, donc ma collègue vous précisera ce qu'on entend par coaching. Nous faisons également le bilan et l'accompagnement de projets professionnels dans le cadre des mobilités ou de réflexion sur une seconde carrière. Et puis nous avons aussi des dispositifs qui aident à la mobilité et notamment à la valorisation des candidatures et à la valorisation et à la préparation des entretiens avec les recruteurs potentiels. Le deuxième grand type de dispositif que nous proposons, c'est ce qu'on appelle des dispositifs donc collectifs et qui se déroulent sous forme d'ateliers, des ateliers qui regroupent soit des pairs, donc soit des ateliers avec uniquement des directeurs ou uniquement des praticiens hospitaliers. Et on évolue aussi, puisqu'on s'est aperçu que ça pouvait avoir une utilité, vers des groupes mixtes, hein, puisque on aura dans l'avenir sans doute certains ateliers qui pourront rassembler les deux populations, à la fois médicale et administrative. Donc actuellement, dans les ateliers que nous proposons, nous avons le co-développement professionnel sur lequel ma collègue fera un petit focus, puisque c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance dans l'ensemble des organisations, à la fois dans le secteur public et privé, et qui permet à des pairs en fait de trouver des solutions avec l'appui des uns et des autres. Nous avons un atelier qui s'appelle Mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres, et donc là on voit bien que ça a un impact réel sur les modalités de management et le bien-être des équipes au travail. Nous avons également un atelier qui permet de valoriser l'utilisation et le développement du réseau professionnel, toujours dans un cadre à la fois de partage des bonnes pratiques et également de poursuite des parcours et de la mobilité. Et enfin, un atelier qui est plus axé là vraiment sur le projet professionnel, notamment quand on est dans une dynamique de reconversion. Voilà, donc je laisse la parole à ma collègue qui va vous détailler ce qu'on a présenté là sur notamment le coaching et l'atelier co-développement professionnel. Bonjour.
Alors, moi, je vais vous parler du coaching, qui est un mot très galvaudé aujourd'hui. C'est un mot fourre-tout. Donc, je vais essayer de clarifier un petit peu ce que nous entendons au sein du CNG par coaching, sachant que nous faisons du coaching qu'on appelle professionnel. Donc, le coaching, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai mis la définition officielle telle qu'elle est posée par la plus grande fédération de coaching en France. Donc c'est l'accompagnement de personnes ou d'équipes pour le développement de leur savoir-faire et de leur potentiel dans le cadre d'objectifs professionnels. Bon, c'est un petit peu indigeste, donc je vais essayer de vous clarifier un peu le propos. De manière plus simplifiée, on peut dire que finalement, le coaching, c'est de se faire accompagner pour aller d'une situation A, qui n'est pas forcément tout à fait satisfaisante, vers une situation B, pressentie et attendue comme plus favorable. Alors le coaching finalement, en quelques mots, il est apparu en France il y a une grosse vingtaine d'années maintenant, un peu plus tardivement dans la fonction publique que dans les organisations privées. Et pour compléter l'arsenal de dispositifs préexistants au coaching, mais qui ne permettaient pas de répondre à de nouveaux besoins qui apparaissaient, en l'occurrence tout ce qui était autour de la complexité des organisations, la pérennité de moins en moins grande des organisations et le besoin qui se faisait de plus en plus sentir de travailler sur l'interrelation entre les gens. Et sur les aspects savoir-être et management. Voilà. Alors, le coaching, ce qu'on peut en dire de manière très synthétique, c'est que c'est un dispositif tout à fait personnalisé, individualisé. On travaille de manière artisanale et pas processée. Donc, on s'adapte à la demande et aux besoins de chaque professionnel qui vient nous voir. C'est un dispositif qui est limité dans le temps et qui se déroule généralement sur une période qui va de 6 mois à 1 an en moyenne. Et en moyenne, c'est 6 à 10 séances. Bien entendu, le coaching s'inscrit dans un cadre particulier. Donc, il y a un objectif de coaching qui est défini à l'origine de la démarche, qui est matérialisé d'ailleurs dans un contrat de coaching. Un élément clé du coaching, c'est la confidentialité du contenu des échanges. Donc ça, j'insiste sur ce point qui est vraiment un élément d'abord de notre déontologie et un élément qui est vraiment qui concourt largement à l'efficacité de l'action de coaching. Bon, bien évidemment, ça concourt au développement professionnel du bénéficiaire de l'action et de manière plus globale et par ricochet à l'efficience collective du système et de l'organisation. Donc, on définit souvent le coaching de façon négative en disant ce n'est ni du conseil, ni de la thérapie, ni du tutorat, ni de la formation. Donc, bon, je ne vais pas prendre le temps de matériel de vous expliquer toutes les différences. S'il y a des questions, on pourra y revenir. Alors, pour vous donner des éléments peut-être un petit peu plus concrets, je vous propose de prendre connaissance des quelques exemples d'objectifs de coaching qui sont des objectifs qui ont été des situations de travail réelles pour nous avec des professionnels que nous avons accompagnés, qu'ils soient directeurs ou PH. Donc, vous voyez, des objectifs sur l'interaction, enfin, le développement d'une capacité d'interaction dans des moments clés, de fusion de services par exemple. Le coaching est très souvent utilisé aussi quand on est à un moment clé de la carrière, par exemple un adjoint directeur qui accède à une chefferie d'établissement, puisque ça nécessite donc un changement de posture qui est parfois accompagné par un coaching. Ça peut être aussi le passage pour un PH à une chefferie de service ou à une chefferie de pôle, ou de manière plus globale, le développement de compétences managériales. Voilà, quelques autres exemples dont je vous laisse prendre connaissance, sans les détailler plus que ça. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le coaching, ça aide généralement à travailler sur la connaissance de soi-même et sur les interactions entre soi et l'organisation, et les interactions entre l'organisation et son propre fonctionnement.
Vous pourrez voir sur le camembert qui vous est projeté les grandes thématiques sur lesquelles, les typologies de coaching, on a essayé d'en faire une espèce de classement un peu. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de choses, enfin 30% à peu près de nos demandes tournent autour de l'optimisation de compétences plutôt à vocation managériale. Beaucoup de demandes sur la posture, le travail sur la posture de manager. Pas mal de demandes également sur la communication et tout ce qui est relation avec mes pairs, relation avec mon chef, relation avec des tiers. Voilà. Ah bah, trop tard, t'as fini. Bon, bah c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Donc, de toute façon, vous pourrez avoir accès à ce document hein, si vous êtes intéressé par le détail. De manière peut-être synthétique, ce qu'on peut dire finalement, le coaching, à quoi ça sert si on essaie de résumer? Ça sert donc à prendre conscience ou à affiner sa conscience de ses stratégies personnelles de fonctionnement. Voilà. Ça sert également à mieux mobiliser ses ressources pour élaborer ses propres solutions professionnelles. Et là, on a l'habitude de donner un petit exemple en disant finalement en coaching, on ne donne pas le poisson à son client, on lui apprend à pêcher. Voilà. L'idée, c'est qu'il puisse accéder à l'autonomie, y compris à l'issue du coaching, puisque le coaching n'a pas vocation à se pérenniser. Donc ça permet aussi d'ouvrir les options possibles, de retrouver des marges de manœuvre, de retrouver du confort professionnel pour atteindre un objectif ou parfois dépasser une situation limitante. Ce qu'on peut finalement dire, c'est qu'on a tous un fonctionnement de type un petit peu photocopieuse, c'est-à-dire que par rapport à une situation donnée, on a généralement l'habitude de reproduire un mode de réponse particulier. Et un des objectifs du coaching, c'est de permettre d'ouvrir le champ des possibles et d'avoir peut-être un autre regard sur les situations professionnelles et de pouvoir donc y apporter une réponse peut-être différente de celle qu'on apporte traditionnellement. Voilà, et puis le coaching, c'est une démarche pragmatique et concrète, hein, donc on travaille sur des situations professionnelles réelles. Il ne s'agit pas de travailler sur de la théorie. Voilà. Alors, quelques mots dans un autre registre qui peut être complémentaire au dispositif individualisé de coaching. On a lancé en 2014 des ateliers de co-développement professionnel, d'abord à destination des directeurs, puis à destination des PH également. Le co-développement, c'est comment dire, ça nous vient du Canada en fait, et ça a été élaboré à l'origine dans la fonction médicale et hospitalière par un médecin. Et c'est arrivé en France il y a maintenant quelques années, et c'est donc, comme Florence le soulignait tout à l'heure, en grand développement dans les organisations privées, mais également beaucoup dans le parapublic et dans la fonction publique aujourd'hui, puisque par exemple le ministère de l'écologie utilise également le co-développement, ainsi que la fonction publique territoriale à certains endroits également. Donc c'est une méthode d'apprentissage qui permet en gros de prendre du recul, d'élargir ses capacités d'action au quotidien et d'améliorer ses pratiques professionnelles. Donc il s'agit d'une démarche extrêmement structurée qui réunit en fait des pairs par groupe de 6 ou 8 en général. Et donc finalement en gros c'est l'art de résoudre à plusieurs des problématiques complexes. Et ce sont des groupes qui se réunissent tous les 1 mois et demi, 2 mois, et qui, tour à tour, chacun des membres du groupe est client, pose une situation ou une problématique qu'il a envie sur laquelle il a envie de réfléchir, et les autres membres du groupe sont consultants, en quelque sorte, à son service. Et ça favorise vraiment un travail collectif qui permet à chacun donc de réfléchir de manière nouvelle aussi et plus complète au sujet auquel il est confronté. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de professionnels qui sont passés dans ces groupes et on a des demandes assez importantes de développement de ces groupes. Voilà. Donc, quelques mots sur ce qu'ils en disent. On a repris quelques verbatims
des professionnels qui ont participé à ces groupes de co-développement. Donc, je vous laisse en prendre connaissance tranquillement. Et de toute façon, ce PowerPoint sera sur le site du CNG si vous êtes intéressé pour le récupérer. Voilà. Je reprends donc en conclusion, ces dispositifs visent à favoriser le développement professionnel et managérial des praticiens hospitaliers et des directeurs dans un objectif de gain en efficience individuelle et de meilleure performance collective. Donc ça, c'est sur l'aspect institutionnel. Sur l'aspect plus personnel et individuel, tous ces dispositifs permettent de redonner du confort et des marges de manœuvre aux personnes qui sont accompagnées, donc qui sont en position de direction ou de direction des services et des établissements, et au profit à la fois de leur qualité de vie professionnelle, personnelle, et de celle de leurs équipes, puisque là on rejoint ce qui était évoqué comme indicateur important sur la qualité de vie au travail et l'amélioration des conditions de vie et la prévention des risques psychosociaux. Voilà, donc tous les éléments d'information concernant ces dispositifs figurent sur le site du CNG, où nous avons un onglet spécifique accompagnement professionnel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Juste un point de complément peut-être, sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté, c'est vraiment... coaching, co-développement, ce sont des dispositifs au service du développement professionnel, et il ne s'agit pas de les utiliser au sens voilà, j'ai une problématique majeure. Non, c'est vraiment fait pour les dirigeants qui ont besoin de se développer professionnellement. Et c'est donc un levier de développement durable des individus et des organisations de fait. Donc pas de questions ni sur le bilan social, ni sur les dispositifs. Sur le bilan social peut-être ? Pour le CNG plutôt, merci de la présentation d'abord. On parle beaucoup d'entreprises, et c'est à la mode d'entreprise. Vous êtes en plein cœur d'entreprises libérées et d'évolution des sociétés, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Vous êtes justement au cœur de ces discussions-là au travers de votre métier de coach. Comment voyez-vous justement l'évolution de l'hôpital sur ces aspects-là qui viennent aplatir la hiérarchie? Et vous avez beaucoup, entre autres dans vos discours, et c'est normal au milieu de l'hôpital, on parle de chefferie, on parle de hiérarchie, voilà. Quelle est l'évolution que vous voyez, vous, au sein de l'hôpital, sur ces évolutions qui sont quasiment sociétales? Alors, on va répondre en deux temps. Donc, ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a une vraie curiosité par rapport à ces dispositifs qui, justement, permettent d'affronter des restructurations importantes, des évolutions aussi dans la perception des lignes hiérarchiques, ce que vous évoquez, et on le voit aussi avec les études qui sont faites sur les différentes générations, génération Y et génération Z maintenant, où on voit que l'approche purement hiérarchique administrative n'est pas une approche forcément pertinente ou compréhensible par les nouvelles générations, et c'est vrai que c'est des outils qui permettent en partie de répondre à l'évolution très rapide de l'hôpital, de son mode d'organisation, de sa cartographie, et on voit bien qu'avec la réforme territoriale, on va avoir de nouveaux sujets et sans doute de beaucoup de demandes autour de ces thématiques-là. Pour revenir sur les dispositifs d'accompagnement, on voit bien qu'on va avoir des chefs d'établissement actuellement qui vont se retrouver dans des groupements plus vastes et qui étaient en position de chefferie dans leur cadre, et qui seront en position plus transversale, puisqu'on est maintenant plus sur du matriciel que sur du tuyau d'orgue. Voilà, donc c'est à la fois vrai au top management, et c'est à la fois vrai aussi pour manager les équipes. Et c'est vrai qu'on voit que ces dispositifs d'accompagnement permettent aussi aux professionnels qui sont en haut de la hiérarchie
peut être d'avoir une visibilité sur les nouvelles approches qui sont nécessaires compte tenu de l'évolution de la société, de l'évolution des attentes des professionnels par rapport à leur environnement de travail. De la même manière qu'on voit bien qu'il y a une vraie attente, et on le voit dans les recrutements, autour de la qualité de vie au travail et du relationnel avec les responsables hiérarchiques. Je voulais juste compléter par le fait, notamment je pense aux praticiens hospitaliers, où on se rend compte que autant les directeurs qui passent par des écoles de services publics ont des formations de type managérial, ont aussi des dispositifs du type coaching, hein, puisque maintenant c'est en train quand même de se généraliser. Autant les praticiens hospitaliers ne sont pas forcément bien préparés à manager des équipes de pairs souvent, hein, puisqu'on a des praticiens dans les équipes au même niveau de compétences, chacun dans leur spécialité. Et là on voit qu'il y a un vrai besoin autour de ce meilleur mode de fonctionnement et comment fonctionner ensemble, et de la même manière comment mieux fonctionner entre la communauté médicale et la communauté hospitalière. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai administratif, pardon. Je sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais Patricia va compléter, et puis peut-être, enfin je sais pas si la DGOS veut ajouter sa partie sur l'évolution par rapport à l'évolution de l'hôpital. Sinon on a également dans la salle Philippe Touzy, qui est lui-même directeur d'hôpital et qui aura peut-être un éclairage à vous donner sur ce sujet. Florence a dit l'essentiel, donc juste en quelques points de complément. Je vous ai dit, le coaching, en fait, ça a été aussi un mode de réponse à la complexité de plus en plus grande des organisations, à la pérennité de plus en plus faible des dites organisations. Et finalement, on travaille sur les interactions humaines, sur l'interrelation, et ça, ce sont des éléments extrêmement importants dans cette période de changement un peu permanent. Et par ailleurs, comme le soulignait Florence, moi, j'ai encore eu hier un PUPH qui m'a contacté en me disant: on est très bon dans nos spécialités techniquement, on est très formés, on est des experts. Par contre, en management, on n'y connaît pas grand-chose. Et donc, voilà, moi, je vous demande, je souhaite être accompagnée sur cette dimension-là de fonctionnement avec mon équipe. J'ai des problématiques interculturelles, j'ai des problématiques d'âge, j'ai des problématiques de changement d'organisation. Et autant techniquement, au niveau métier, j'ai tous les atouts et toutes les armes, autant de ce point de vue-là, je me questionne et je souhaite continuer à me questionner et à cheminer pour faire progresser le système et travailler de manière plus efficiente avec mes équipes. Donc je pense que vraiment les formes d'accompagnement, qu'elles soient individualisées ou collectives, ce qui peut être d'ailleurs concomitant ou indépendant, ont toute leur place dans le moment assez difficile que vit le monde hospitalier. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... Est-ce que ça a répondu? Pas? Oui, globalement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le bilan social, sur les accompagnements? Je sais pas. Pas d'autres questions? Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, à votre disposition, en tout cas sur le site du CNG, hein, il y a toutes les informations si ça vous intéresse. Et puis le ministère, bien sûr. Merci beaucoup.